La planète Tatooine, ça c'est particulièrement disons, étonnant, en tout cas pour nous. Et est-ce que c'est, on peut... C'est tout à fait plausible. D'abord, une large moitié des planètes de notre galaxie la voient soleil, multisoleil, mais disons 2 soleils ou 2 étoiles, des systèmes binaires ou multiples. Et parmi les exoplanètes que nous connaissons, les 4000 exoplanètes connues, il y en a qui sont dans des systèmes de... Il faudra réfléchir. Et avec cette image, et en mettant quelques hypothèses, parce que bien sûr, on ne sait pas l'orbite de Tatooine, on ne peut pas aller dans le film pour vérifier quelle est l'orbite de Tatooine, mais est-ce qu'on peut estimer l'orbite de Tatooine? Alors d'abord, on peut commencer par faire une série d'hypothèses plausibles avec ce que l'on voit et puis ce que l'on sait. C'est souvent comme ça que fonctionne l'astrophysique. On sait d'ici et maintenant, de la physique d'ici et maintenant, élaborée sur Terre, et ce que l'on voit du monde, alors de l'univers grâce au télescope, etc., il faut essayer de reconstruire une représentation la plus plausible, la plus cohérente possible entre ce que l'on sait et ce que l'on voit. Alors, avec ces éléments-là en tête, et que les Twins sont assez similaires aux nôtres, bon, c'est pas facile à dire comme ça. Pourquoi ils sont similaires? On sent que ça ressemble à un coucher de soleil terrestre, sauf qu'il y a 2 soleils au lieu d'un. Il y a un soleil qui est plus bas sur l'horizon, qui est plus rouge, comme le soleil terrestre qui... On peut pas vraiment... dans le... Eh bien, on peut réduire les diamètres, donc ça fait quelque chose comme 2 degrés, c'est l'écart angulaire entre les 2 soleils. Bon, alors 2 degrés, ça veut dire que là où est Tatooine, les 2 soleils ils peuvent être vus assez proches l'un de l'autre, ce qui par exemple dans un système à 2 corps, alors on va tout de suite monter le niveau puis on va redescendre, dans un système à 2 corps, et puis quand il y en a un troisième qui est la planète, les 2 corps sont les étoiles, il y a des points particuliers qui s'appellent les points de Lagrange, qui sont des points d'équilibre entre la gravité des 2 étoiles et la force centrifuge, quand on se met dans le référentiel des 2 étoiles en mouvement simultané autour de leur centre de gravité commun. Donc dans ce référentiel, notamment, il y a des points de Lagrange qui sont d'équilibre stable, L4 et L5. Les 3 premiers, L1, L2, L3, sont des équilibres instables, donc ne nous intéressent pas pour y mettre une éventuelle planète. Mais L4 sont des points d'équilibre stable, et on pourrait se dire, ah, voilà un bon endroit pour mettre une planète. Alors, si on met un objet en L4 ou en L5, cette position de ces 2 points-là, elle fait un triangle équilatéral avec les 2 astres, avec les 2 soleils. Et donc, on les verrait tout le temps avec 60 degrés de séparation angulaire dans le ciel. Donc déjà, on sait, vous voyez, qu'on n'est pas ni en L4, ni en L5 du système. Alors, on pourrait être avec une orbite très proche d'une des 2 étoiles, ou très proche de l'autre étoile, pour que les orbites soient stables, parce qu'on veut que Tatooine, elle tourne des milliards d'années, enfin comme sur Terre, peut-être pour qu'une vie s'y développe. Après tout, dans les extraterrestres qu'on voit sur cette planète, il y a peut-être une vie indigène qui s'est développée depuis les premiers instants, si j'ose dire, depuis l'apparition, la formation de la planète. Et donc, si on veut que l'orbite soit vraiment stable, eh bien, il faut être soit près d'une étoile, soit près de l'autre étoile, mais auquel cas, vous risqueriez d'être un peu grillé par l'étoile. Alors Tatooine est une planète désertique, mais pas au point d'être grillée, en étant trop proche, comme Mercure, par exemple, du Soleil. Et puis l'autre solution, c'est d'englober les deux soleils, ce qui est le plus probable, et ce qui rend finalement la possibilité de voir les 2 soleils proches angulairement dans le ciel, à peu près 2 degrés, l'estimation 2 degrés, tel qu'on le voit là, c'est rend les choses possibles. Alors on peut, pour savoir à quelle distance on va être, c'est pas suffisant d'avoir la distance angulaire entre les 2 étoiles, il faut aussi connaître, par exemple, la distance réelle qui sépare les 2 étoiles. Alors pour avoir cette distance réelle, enfin, je ne vais pas dire l'avoir, mais en tout cas en faire une estimation, une valeur minimum de la distance qui sépare les 2 étoiles, on peut constater qu'elles sont toutes les 2 sphériques, ces 2 étoiles, ce qui paraît logique pour les étoiles, mais en fait, si elles étaient assez proches physiquement l'une de l'autre, admettons, je ne sais pas moi, 5 millions de kilomètres l'une de l'autre, et que ce soit des étoiles qui sont comme notre Soleil, qui font 700 000 kilomètres de rayon, eh bien les forces de marée d'une étoile sur l'autre les déformeraient suffisamment pour qu'elles ne soient pas sphériques. Et donc, si on les voit à peu près sphériques, ça veut dire qu'elles sont finalement physiquement en kilomètres suffisamment séparées pour que les forces de marée de l'une sur l'autre ne les déforment pas, de sorte que ça ne se voit pas, en tout cas à l'œil, à l'endroit où est placé Tatooine. Alors quand on joue un peu avec tout ça, il y a encore des choix un peu arbitraires à faire dans les valeurs numériques, on va se dire que les distances entre les étoiles vont être supérieures de l'ordre d'une dizaine ou une quinzaine de millions de kilomètres, et si on prend cette valeur-là comme séparation, alors que c'est une valeur minimum, ça aurait pu être plus, eh bien ça met Tatooine à une distance qui est environ 200 millions de kilomètres.
c'est-à-dire 1,3 fois la distance Terre-Soleil. Et ça, c'est une distance qui plaît bien, parce que si elle était la même distance de ces deux étoiles que la Terre du Soleil, il y a deux étoiles, donc elles recevraient un flux double. Mais si vous doublez le flux du Soleil sur la Terre, essentiellement, ça vous carbonise. Enfin, ça se passe très très mal pour la surface de la Terre. Alors, il fait chaud sur Tatooine, mais pas au point où que la vie soit impossible. Donc, en étant plus loin, on a certes deux étoiles, mais en étant plus loin, on a un flux qui ne sera pas le double, qui sera en fait à peu près supérieur de 10% au flux que la Terre reçoit du Soleil. Ce qui est déjà pas mal, et ce qui permet peut-être de rendre compte que Tatooine est une planète désertique. Alors on pourrait ajuster les nombres et jouer avec, mais l'idée c'est que Tatooine orbite autour de ces deux étoiles, autour du centre de gravité commun de ces deux étoiles, c'est elles qui sont l'essentiel de la masse du système, à une distance qui est un peu plus grande que la distance Terre-Soleil, si on suppose que ces deux étoiles sont comme le Soleil. Alors évidemment, on est dans un film, il y a un petit problème sur cette image. On est sur Tatooine, normalement. Il n'y a qu'une seule ombre. Voilà. Il n'y a qu'une seule ombre. Alors que s'il y a deux soleils, il devrait y avoir deux ombres. Surtout que là, on en est loin, on devrait les avoir. Ils sont toujours angulairement proches dans le ciel de Tatooine. Donc il y en a un qui va se coucher avant l'autre. De temps en temps, il n'y aura qu'un seul soleil dans le ciel, mais ça ne dure pas longtemps. C'est juste à l'aube, en gros, ou au crépuscule. Et donc, il n'y a qu'une seule ombre. Alors à l'inverse, maintenant, on peut faire exactement la même enquête. Où est-ce que cette image n'a pas pu être prise sur Terre? Ou l'inverse. Où est-ce que cette image a pu être prise sur Terre? Alors, toi, tu sais qu'elle était prête à Tatooine, mais parce que tu connais la réponse. Bien sûr. Bon, si elle n'a pas été prise à cet endroit-là, si on ne sait pas, imaginons qu'on ne sache pas, est-ce qu'on peut quand même déterminer des zones géographiques possibles pour avoir cette image? Il y a des zones qui sont impossibles. Donc, cette image ne peut pas être prise au pôle Nord, par exemple. Bon, vous allez me dire pourquoi pas au pôle Nord? Parce qu'il y a du sable. Ce n'est pas un vrai argument, parce que peut-être que les réalisateurs du film, ils ont importé 500 tonnes de sable, ils les ont mis par terre et ils se sont mis là. Mais elle ne peut pas être prise au pôle Nord, cette étoile, et même dans plein d'autres régions, parce que l'ombre qui est montrée là, regardez, elle est sous vos pieds. En France, par exemple, l'ombre, elle n'est jamais sous vos pieds. Parce que pour que l'ombre soit sous vos pieds, il faut que le soleil soit au-dessus de votre tête, au zénith. Et pour être au zénith, le soleil, il faut être forcément dans la bande intertropicale. Il n'y a pas d'autre solution. Donc cette image, alors il faut être à midi, pas forcément à midi, oui, à midi solaire, au plus haut. Le zénith, ce n'est pas quand le soleil est au plus haut. Le zénith, c'est la direction au-dessus de ta tête. Donc le zénith d'ici, c'est là. D'accord? Mais le soleil au plus haut dans le ciel, à midi solaire, on appelle la culmination. D'accord? Donc quand on dit improprement le soleil est à son zénith, non. Il culmine, il est au plus haut dans le ciel, et le zénith, c'est là. Et pour être au zénith, il faut être dans la bande intertropicale forcément, et ça se produit 2 fois par an. Enfin, autour des solstices, et il n'y a qu'une seule solution, des solstices. Il faudrait réfléchir un peu. En tout cas, ça ne se produit que 2 fois par an. Et à l'équateur, il faut réfléchir à l'équateur. Quand est-ce que le soleil est au zénith à l'équateur? Aux équinoxes, exactement. Il allait le dire, le jeune homme, c'est ça. Donc 2 fois par an aux environs des équinoxes. On se retrouve du coup avec une situation où si on pense que ce n'est pas un décor, en tout cas pas un décor artificiel, la situation c'est que on est dans une région, disons, désertique, ce qui élimine toutes les régions, je ne sais pas, l'Amazonie ou je ne sais quoi, ça les élimine, et vous avez restreint le nombre d'endroits où cette image a pu être prise. Donc cette enquête-là, on l'a fait sur une image, disons, réelle, parce que cette fois-ci c'est une image d'un film, mais pour un film et qui est une image réelle, on peut faire la même chose, c'est ce que je fais avec la science-fiction, on peut faire évidemment la même chose avec le monde réel. Alors la planète Mustafar, la voilà vue de l'espace, telle qu'elle est présentée dans le film de Star Wars épisode 3. C'est la planète où ils se battent, les Jedi se battent avec de la lave, il y a des champs de lave terribles, des éruptions, etc. Et vu de l'espace, on voit qu'effectivement, le sol a l'air par endroits sombre, très sombre, solide, il y a un sol solide, mais il y a aussi des endroits chauds, brillants, parce que c'est de la roche liquide qui est là, et il y a des éruptions volcaniques et de la lave liquide à la surface de la planète. Alors ça, est-ce que c'est plausible, ou du moins, qu'est-ce que ça évoque? Alors ça évoque 2 choses. La première, ça pourrait être la fin, les dernières étapes de la formation d'une planète comme la Terre, qui s'est formée par agrégation de matériaux dans le disque qui prévalait. Au moment où le Soleil s'est formé, il y a de la matière qui est restée autour du Soleil sous forme d'un disque, à partir duquel se sont formées les planètes. Et dans ce disque, la matière s'est agrégée, les gros gagnent toujours en gravité. Plus exactement, 2 corps s'attirent de la même façon, avec la même force. Je tire la Terre vers moi aussi fort que la Terre me tire vers elle. La Terre me tire vers elle avec une force qui est mon poids, je tire la Terre vers moi avec une force qui est mon poids. Simplement, qui est-ce qui bouge si je me jette de la table et que je me jette d'ici et que je fais ça? Qu'est-ce qui bouge? Les deux, la Terre et moi,
mais plutôt moi, parce que la Terre a une inertie si grande, c'est-à-dire sa masse est si considérable par rapport à la mienne, qu'en pratique, elle ne bouge pas. Et moi, je bouge. Donc je dis qu'en gravité, les gros gagnent toujours. La David contre Goliath, eh ben, c'est toujours Goliath qui gagne, parce que les deux corps, le gros et le petit, s'attirent avec la même force, mais celui qui bouge le plus, celui qui a la plus faible inertie, c'est le petit, et il tombe sur le gros, qui le prend dans la tronche, ça le secoue un peu, si c'est la vitesse de collision est rapide, ça chauffe le corps, éventuellement ça le brise, mais s'il est déjà assez gros, ça va le chauffer, et ça va petit à petit augmenter sa masse, et ce corps chaud, une fois qu'il n'y a plus de combattants, une fois qu'il n'y a plus de matière à accréter, comme on dit, eh bien ce corps chaud va se refroidir, et puis éventuellement former une croûte solide, et puis avoir une atmosphère, et blablabla, et ça fait une planète. Je ne rentre pas dans les détails de toute la formation après des planètes, il y a des spécialistes, déjà peut-être dans les discussions, dans les conférences, il y aura des choses sur les... Donc ça pourrait être la fin de la formation d'une planète, peut-être, Mustafar. Alors, autre possibilité, c'est que Mustafar, ça soit un objet qui ne soit pas seul. Évidemment, il y a son Soleil, c'est une planète, mais peut-être qu'il ne soit même pas une planète, mais qu'il soit un satellite d'une planète géante, en orbite autour d'une planète géante, et que Mustafar, ça soit un cas extrême de ce qu'on constate sur le satellite Io, qui est un satellite de Jupiter, satellite Io qui subit les forces de marée de Jupiter. Et en subissant les forces de marée de Jupiter, il est déformé, et cela provoque à sa surface, on le voit à gauche et au milieu, et là les deux images sont agrandies, des éruptions volcaniques de roches liquides. Il y a des éruptions volcaniques dans le système solaire de roches liquides à deux endroits, la Terre et Io. Il y a aussi des éruptions plus spéciales qu'on appelle de cryovolcanisme, qui sont des éruptions d'eau liquide. L'eau liquide est chaude par rapport à l'environnement sur des lunes glacées comme Encelade, où elle est à moins 200 degrés Celsius, la température moyenne. Là, c'est des éruptions de roches liquides. Alors là, ça résulte des forces de marée, c'est-à-dire du fait que la gravité s'exerce différemment selon la distance qui sépare les corps, et que la Terre, la partie de la Terre qui est la plus proche de la Lune, qui est sous la Lune, est plus attirée par la Lune que la partie de la Terre qui est de l'autre côté, diamétralement opposée. Et si on se met dans le référentiel de la Terre, ça signifie que la Terre va sentir un étirement sous l'effet de l'attraction de la Lune, étirement qui est très sensible sur les volumes liquides, sur les océans, et qui cause les marées océaniques, mais qu'il y a aussi des marées que les continents subissent aussi, il y a aussi des marées continentales. Il y a un laboratoire à Bruxelles qui s'occupe de ça, de mesurer les marées continentales européennes, et à Paris, on pourrait, avec des instruments adaptés, mesurer la marée haute à Paris, la marée continentale, de croûte terrestre qui se soulève de 30 cm. Alors comme tout le monde se soulève, vous voyez, ça va. Ce n'est pas juste un endroit. Donc ce sera embêtant. Alors si la Terre fait des marées, si la Lune fait des marées sur la Terre, aussi la Terre sur la Lune, tout simplement parce que les marées continentales se produisent aussi sur la Lune, même s'il n'y a pas d'océan sur la Lune. Alors la Terre étant plus massive que la Lune, c'est un peu plus que ça, mais enfin essentiellement plus massive et avec un plus grand rayon, même sa masse volumique qui est plus importante que celle de la Lune. Le résultat, c'est que la Lune se déforme de l'ordre de 1 mètre sous l'effet, la croûte lunaire se déforme de 1 mètre sous l'effet des marées terrestres. Alors si maintenant on prend le couple Jupiter-Io, la déformation c'est de 100 mètres. Ça ne paraît pas beaucoup, Io c'est gros comme la Lune, hein, le rayon de la taille de Io c'est à peu près comme la Lune. 100 mètres, ça ne paraît pas beaucoup, sur à peu près 1750, 1800 km de taille, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est suffisant pour écraser, relâcher, écraser, relâcher, écraser, relâcher Io au rythme de sa révolution. Elle a une orbite elliptique autour de Jupiter. Au rythme de sa révolution, elle est écrasée, relâchée, écrasée, relâchée, écrasée, relâchée. Quand on fait ça avec une balle de squash, par exemple, en général, on l'écrase, on la relâche en tapant dessus, elle chauffe. Ça dissipe de l'énergie. Eh bien, cette dissipation d'énergie provoque des fissures, des fêlures dans la croûte de Io et éventuellement des remontées de roches chaudes et éventuellement liquides qui provoquent ces éruptions volcaniques. On pourrait se dire que peut-être Mustafar, c'est aussi ça. C'est un corps qui subit des forces de marée très importantes, soit de la part de son étoile, soit de la part d'une planète géante autour de laquelle elle est en orbite. Donc, du coup, Mustafar n'est pas une planète, c'est un satellite d'une planète géante. Elle est suffisamment proche de cette planète géante, comme Jupiter, et puis elle subit ces forces de marée très intenses, plus que Io encore, et puis ça fait ce résultat-là. Alors, comme souvent en science, on a des fois plusieurs hypothèses, et puis, faute de mieux, on dit, bah voilà, ça colle, les deux hypothèses collent, mais si on n'a pas de nouvelles observations, on ne peut pas faire grand-chose de plus. On en est réduit à les garder jusqu'à ce qu'on sache mieux, jusqu'à ce qu'on observe mieux, jusqu'à ce qu'on ait de nouvelles informations, ou alors éventuellement de nouveaux scénarios, un troisième, un quatrième, ou des arguments pour supprimer un des deux précédents. Alors là, il se trouve que l'argument qui est arrivé m'a été signalé par un étudiant qui assistait à une de mes conférences, un étudiant de l'Université d'Orsay, qui m'a dit
Ah, mais dans le Blu-ray. On n'a pas la même image dans le Blu-ray. Moi, j'ai regardé évidemment les DVD, comme un noob. Et dans le Blu-ray, voilà ce qu'on voit. Ils ont retravaillé les images de Mustafar. Et on ne voit pas juste Mustafar seul sur un fond noir, on voit Mustafar avec un gros truc en dessous. Alors là, on se dit, c'est gagné. Mustafar, c'est bien un satellite d'une planète géante qui subit des forces de marée énormes. Ça donne l'impression, cette image, de voir en dessous quelque chose qui sent une géante gazeuse, comme Jupiter. Et Mustafar a l'air pas très loin quand même de cette géante gazeuse, et du coup, ça fait ces forces de marée énormes qui brisent Mustafar littéralement et qui provoquent ce que l'on voit à sa surface. Donc vous voyez, on a la réponse. Mustafar, c'est la Lune d'une planète géante. On avait l'hypothèse, maintenant on en est sûr, grâce au DVD, enfin au Blu-ray. Alors troisième planète qu'on peut discuter, de Star Wars, encore de la galaxie Star Wars, qui en a plein, la planète Géonosis, une planète avec un anneau. Alors ça, on dit, bon, pourquoi pas, Saturne a un anneau dans le système solaire. Alors là, c'est un peu différent, parce que c'est une planète tellurique, une planète avec un sol solide qui a un anneau, alors que nous, ce sont les planètes géantes, les géantes gazeuses, Saturne bien sûr, mais aussi Jupiter, Uranus et Neptune, qui ont des anneaux très petits pour les trois autres, mais elles ont des anneaux. L'anneau qui est ici, quand on le regarde bien, si vous prenez une image de Saturne, ça ressemble étonnamment à l'anneau de Saturne. Ils ne se sont pas emmerdés, ils ont fait un anneau comme Saturne, comme ça, c'était bien. Alors, quand on a un anneau, c'est intéressant parce qu'on se dit pourquoi il y a un anneau et combien de temps il va rester là. Les mêmes questions que se posent les astrophysiciens qui travaillent sur Saturne, sur le système chronien, le système de Saturne. Alors, voilà une image vue à l'intérieur des anneaux, de l'anneau. On voit devant le vaisseau spatial du chasseur de primes qu'un Jedi est en train de poursuivre. Ce vaisseau spatial donne une idée de la taille des cailloux, quelques mètres, peut-être dizaines de mètres. On a une idée aussi de la distance entre cailloux. On peut estimer la distance entre cailloux, le volume par caillou, finalement, tous les combien de mètres cubes il y a un caillou, et on les voit qui sont assez gros, ces cailloux. C'est des gros cailloux. Par opposition, les anneaux de Saturne, c'est plutôt des poussières, des faits de poussière, ou des petits grains, ou des petits machins qui sont centimétriques. C'est vraiment des petites choses dans l'anneau de Saturne. Là, c'est des gros cailloux. Alors, d'où est-ce que ça peut venir, ces gros cailloux? Et qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai mis en dessous, on peut estimer la fréquence des collisions. Alors, d'où est-ce que ça peut venir, d'abord? Eh bien, encore les forces de marée. Peut-être que Mustafar avait que Géonosis avait un satellite, que ce satellite s'est approché. Alors, comment il s'est approché? Il n'a pas décidé. C'est encore un effet, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'influence de marée entre le satellite et la planète. La Lune sous l'influence des forces de marée de la Terre et la Terre sous l'influence de marée de la Lune. Il y a deux phénomènes qui se produisent. La Terre, la période de rotation de la Terre sur elle-même augmente, diminue. La Terre tourne plus lentement sur elle-même. Elle faisait un tour en 25 heures il y a quelques centaines de millions d'années. Maintenant, elle fait un tour en 23h56. Et plus tard, elle fera un tour en je ne sais pas combien d'heures. Et puis, de l'autre côté, la Lune s'éloigne de la Terre, à un rythme très lent qu'on a pu chiffrer depuis qu'on a envoyé, grâce aux sondes Apollo, aux missions Apollo, dont on fait cette année le cinquantenaire, on a pu poser sur la Lune des rétroréflecteurs qui ont permis de mesurer, grâce à des lasers, la distance de la Lune avec des précisions qui sont de l'ordre de quelques millimètres. Et donc on s'est rendu compte de cet élément qui est centimétrique, qui est très lent de la Lune par rapport à la Terre. Dans le cas du satellite Phobos, un satellite de Mars, satellite Phobos, il est dans une situation un peu différente, je ne rentre pas dans les détails, il y a une interaction de marée entre Mars et Phobos, qui fait que Phobos, au lieu de s'éloigner de Mars, se rapproche de Mars. Et on pense que dans 30 millions d'années, Phobos va tomber sur Mars. Et peut-être, avant de tomber, il va se briser, parce que quand il arrive en dessous de ce qu'on appelle la limite de Roche, Monsieur Roche, ce n'est pas la limite de Roche comme le caillou, la limite de Monsieur Roche, quand on est en dessous de cette limite, eh bien, les forces de marée sont suffisamment fortes pour désagréger le satellite en dépit de sa cohésion interne. Donc ça le brise en morceaux. Donc le satellite, il ne tombe pas comme un gros caillou, boum, il s'arrive sur la surface de Mars. Non, il est brisé en morceaux et donc il va former un anneau. D'accord ? Ça s'est produit pour le cas de la comète Shoemaker-Levy 9 en 1992. Il y a sans doute certains d'entre vous, pas tous manifestement, qui ont dû voir ça. Mais d'autres ont pu voir. Alors, pas tellement la brisure, qui avait été photographiée ensuite grâce à des télescopes orbitaux, des scopes au sol, où on voyait la comète qui était en 25 morceaux. Elle a fait un tour près de Jupiter, elle était brisée en morceaux, puis le tour suivant, brrrap, elle est tombée, tous les morceaux ont frappé la surface de Jupiter. On va voir une image tout à l'heure. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation où Géonosis a un satellite qui est passé sous la limite de Roche, qui a été brisé, il fait l'anneau, et puis voilà.
Ça c'est un scénario plausible. Alors, quand on voit la taille des cailloux qui sont faits, les cailloux sont gros. On sait que c'est quelque chose qui est produit il n'y a pas longtemps. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, pas longtemps. Il faut trouver quelle échelle de temps. Pour avoir cette échelle de temps, il faut essayer d'estimer la fréquence des collisions dans l'anneau. Fréquence des collisions, parce que quand vous avez deux cailloux qui se tapent, ben, ils vont se briser, ils vont faire des petites poussières, ils vont éventuellement se briser. Il y a des bouts peut-être qui sortiront, qui seront éjectés, d'autres qui tomberont sur la planète, et puis un certain nombre resteront en orbite. Et puis ils se taperont. Et ils se taperont, et ils se taperont. Et à force de se taper, bah, c'est des plus petits bouts qui deviennent des micro-bouts, qui deviennent des nano-bouts, et à la fin, il n'y a plus de bouts. Donc en attendant assez longtemps, l'anneau va, 1, disparaître, 2, d'abord, il devrait aussi réduire en taille. Le caillou typique devrait être de plus en plus petit. Là, on voit des gros cailloux. Et pour avoir une idée du temps qu'il faut pour faire ça, on peut estimer la fréquence des collisions. Ça dépend de quoi, la fréquence des collisions dans ces cailloux? Ça dépend de plusieurs choses. La taille moyenne d'un caillou, c'est des collisions géométriques, c'est deux gros cailloux, ils se tapent dedans. Il y a bien leur gravité propre, on va la négliger, ils pourraient s'attirer gravitationnellement. Je la néglige. Ils se tapent géométriquement. Donc du coup, si vous êtes, l'analogie qu'on peut faire, c'est si vous êtes sur un quai de métro et que le but c'est d'essayer de tamponner tous vos copains qui sont sur le quai, comment vous faites? Déjà, vous écartez les bras. D'accord? Vous augmentez votre surface. Donc ça dépend de la taille du caillou. C'est en ce sens, ça dépend de la taille. Deuxièmement, il faut qu'il y ait du monde sur le quai. S'il n'y a personne sur le quai, vous pouvez écarter les bras ou pas, ça ne changera rien, vous tamponnerez personne. Donc il faut qu'il y ait du monde, et du monde, c'est combien de cailloux par unité de volume. Troisième chose, la vitesse relative. Si personne ne bouge, il n'y aura aucune collision. C'est comme les autotamponneuses aussi. Donc il faut connaître la vitesse relative entre cailloux, il faut connaître le volume par caillou, et il faut connaître la taille d'un caillou. Je passe les détails, on peut estimer ça sur cette image, plausiblement, encore une fois, il y a une part d'arbitraire. Et quand on fait ça, la collision, la fréquence de collision, c'est en gros toutes les semaines. 7 à 10 jours. Tous les 7 à 10 jours, un caillou tape un autre caillou. Poum. Poum. Donc si on attend assez de fois une semaine, par exemple un an, ça fait 50 semaines, il y aura eu un certain nombre de collisions qui auraient dû fractionner les cailloux, et donc on ne devrait pas avoir d'aussi gros cailloux, des plus petits, et puis etc. Et à la fin, on obtient plus d'anneaux. Donc cet anneau, il est jeune en un sens qu'il a probablement pas plus que quelques dizaines de fois le temps caractéristique de collision, qui est de l'ordre d'une semaine, donc il a peut-être un an. Alors, j'ai dit tout à l'heure que quand Phobos arrive, va tomber sur Mars, en tout cas va être brisé par les forces de marée de Mars, c'est dans 30 millions d'années. Ça ne se fera pas en une journée, ni même en un an. Elle descend à un rythme extrêmement lent, encore une fois, de l'ordre, ça peut se chiffrer, j'ai pas idée, mais peut-être du centimètre par an ou quelque chose comme ça. Donc ça ne sera même pas du centimètre par siècle, ça sera extrêmement lent. Et donc ça ne va pas se faire en un an, le caillou, ça ne va pas se casser d'un coup en un an. Donc c'est très curieux, ça c'est une coïncidence qu'en physique on n'aime pas les coïncidences, peut-être oui il y a des coïncidences, mais on n'aime pas ça a priori. C'est très curieux que le jour ou la semaine où le Jedi vient enquêter sur tout ce qui se passe dans la galaxie, eh bien ça fait moins d'un an que le satellite de Geonosis a été cassé par les forces de marée, alors que ça prend 30 millions d'années. Ça paraît juste incroyable, quoi. C'est comme la probabilité que vous gagnez au loto parce que vous jouez un jour au loto, quoi. Si vous gagnez, c'est juste incroyable, en fait. La probabilité la plus grande, c'est que vous perdiez, à peu près tout le temps. Donc ça, on n'aime pas trop les coïncidences. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Il y a un anneau, il a l'air jeune, au sens une année. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Et alors du coup, il faut, comme d'habitude en astro, il faut être cohérent avec ce qu'on sait, la physique, là j'ai fait de la physique, et avec ce qu'on voit, l'œuvre. Ce qu'on voit dans l'œuvre, c'est que cette planète Geonosis, ils y vont pourquoi? Pourquoi il enquête? Parce qu'il y a les insectoïdes, les extraterrestres, j'oublie le nom, qui sont là et qui ont fait les plans de l'étoile de la mort. Et c'est pour ça que le comte Dooku, il y va pour récupérer les plans de l'étoile de la mort. Il a dû payer $1 trilliard. Bien. Vous achetez l'étoile de la mort $1 trilliard. L'étoile de la mort, qui, je rappelle, possède un turbo-laser qui détruit les planètes. Est-ce que, sincèrement, vous achetez l'étoile de la mort $1 trilliard sans demander une petite démonstration pour voir que ça marche? Au moins, le turbo-laser, l'étoile de la mort, il faut la fabriquer. Mais le turbo-laser, moi je pense que ce qui s'est passé, c'est pas du tout un truc de force de marée, tout ça, la pipeau de la physique habituelle. C'est que les insectoïdes ont utilisé un prototype du turbo-laser et qu'ils ont dégommé leur lune pour prouver au comte Dooku que ça marchait bien et qu'il fallait envoyer la somme finale. Parce qu'il a donné un compte. Donc je pense que ça, l'hypothèse, c'est un essai de l'étoile de la mort. Voilà.
Et c'est pour ça qu'il est jeune. Et c'est pour ça qu'ils arrivent au moment, parce que ça s'est fait. Kondoku, il a filé l'avance de 0,5 trilliards de dollars. Il doit filer les 0,5 restants. Et on lui fait la démonstration, on dit OK, il débloque le pognon, et ça s'est fait il y a 2 ans. Et il vient récupérer les plans et tout ça. Et donc là, c'est cohérent. Vous voyez? Vous avez suivi? Non. Voilà la photo de Shoemaker-Levy et puis des photos des impacts de la comète, enfin des morceaux de la comète sur Jupiter. Alors pour finir, on peut regarder, dire quelque chose sur Pandora et Polyphème. Pandora qui est explicitement donc un satellite de Polyphème, qui est une planète du système d'Alpha du Centaure, ça c'est dans le film Avatar, c'est le système d'Alpha du Centaure, qui est une étoile binaire. Le cas de Polyphème, on ne sait pas s'il y a des jantes gazeuses comme Polyphème dans l'Alpha du Centaure. Polyphème, elle ressemble, regardez bien, hop. Ceux qui sont forts en Photoshop, ils savent faire ça. Moi, j'ai pas réussi, mais en tout cas, c'est ça l'idée, on va dire, hop, hop. Vraiment, c'est la même chose. Hein. Polyphème bien nommé, puisque finalement, le gros cyclone, et il ressemble à l'œil unique d'un cyclope, et Polyphème étant un cyclope bien connu des aventures d'Ulysse. Pandora, quand on la voit, Pandora, elle ressemble vraiment à la Terre, c'est pas la forme des continents terrestres, bien sûr, mais elle ressemble vraiment à la Terre. On voit le bleu des océans, le blanc des nuages, le vert des continents, on sait que Pandora, ça a l'air d'être couvert de forêts, les navis habitent dans des grandes zones forestières. Il y a un côté jour, un côté nuit, on voit à droite le vaisseau des humains qui arrive, on voit à gauche un autre satellite, et on voit en haut un petit point noir. Alors il y a toute une discussion qu'on peut faire, je vais peut-être conclure par ça, c'est peut-être le plus marrant. Il y a d'autres choses encore à dire sur cet engin, mais c'est de se dire, est-ce qu'on peut déterminer la direction de la lumière, de la source de lumière qui éclaire la scène? Quelle est la direction? Je vous pose la question, et vous pouvez répondre. Quelle est la direction de la source de lumière? Jeune homme. D'accord. D'accord. Première réponse, par là. Quand je dis ça, que ce soit bien clair, je ne me moque jamais de la réponse qui est donnée. Ta réponse, tu m'as dit, c'est par là. Note bien, je dis ça pour les suivants, note bien que par là, pour moi, c'est pas très clair. Parce que par là, il faut être dans le film. Tu as précisé, il faut être dans le film. Mais il faudrait que je regarde aussi l'image pour bien comprendre ton plan. D'accord? Mais essentiellement, j'ai compris ton idée et elle est très bonne. Mais on peut faire beaucoup mieux. Jeune homme. La lumière, elle arrive comme ça. Ah voilà. On est d'accord, tu as compris l'idée. Là, encore une fois, loin, non, il s'agit évidemment, je le répète pour que ce soit bien clair, il s'agit loin de se moquer des réponses, enfin, de se gausser. C'est absolument pas l'objectif, mais c'est de montrer que tu as compris. Vous deux avez compris d'où vient la lumière. Vous avez clairement compris. Mais il faut faire des phrases, on est en science, ou en tout cas on essaie. Ah ben justement, il n'y a pas de reflet. C'est ça, on voit que le logiciel qu'ils ont utilisé n'est pas très bon. Il faut essayer de faire une phrase précise. Le problème, c'est que d'un côté, on voit l'ombre sans indiquer que la lumière est à gauche. Oui. Mais quand on regarde le point noir... Ah oui, alors là, déjà, si vous êtes en deuxième étape. Oublions le point noir pour l'instant. Mais vous, oui, bien sûr, vous avez dit, bien sûr. Vous allez voir, il y a des tas de prolongements. Cette remarque est tout à fait importante. Oublions le point noir, oublions. Alors, le petit reflet qu'on voit là sur la surface planétaire, c'est juste que leur logiciel de fabrication de planètes fictives ne marche pas bien. Il n'y a pas de reflet comme ça quand on regarde la Terre depuis l'espace. La lumière n'est que diffusée, elle n'est jamais reflétée par la surface de la planète comme si c'était un solide. C'est un gaz, l'ambiance est gazeuse, si j'ose dire, parce que c'est l'atmosphère qui diffuse la lumière, puis il y a le sol qui renvoie, qui diffuse aussi une partie de la lumière, mais il n'y a pas de reflet comme ça. Alors vous avez dit à gauche. Donc par là, à gauche. Oui, tu as dit par là, d'accord. Mais c'est pareil. Ça veut dire que ce n'est pas très clair. Moi, je veux une phrase. Maintenant, je vous mets au défi. Deuxième niveau. Premier niveau, voilà, on dit en langage naturel. Il y a des gens aussi qui font un petit signe du doigt, ou qui me disent à gauche. Quand vous me dites à gauche, moi, je réponds à gauche. Pour emmerder le monde, on est bien d'accord. Non, mais pour dire, donc, c'est extrêmement important d'être précis dans son vocabulaire, de sorte que tout le monde vous comprenne, d'où l'importance des unités en physique, d'où l'importance d'avoir des repères communs. Là, on est en langage vernaculaire, ils me disent par là, je comprends, on est comme on parle dans la rue. En science, on essaie d'être plus précis. C'est là la difficulté. Alors, je voudrais une phrase qui me permette de tracer une ligne sur cette image, et je dis à ce bout de la ligne,
De ce côté de la ligne, à cette extrémité, il y a le Soleil, l'étoile qui éclaire. Donc je veux une procédure qui me permet de tracer une ligne. C'est ça un truc précis. Oui. Oui, je suis d'accord, elle arrive de la gauche. Mais vous remarquez que gauche, est-ce qu'il y a un petit pointeur laser? Ah oui, oui, il doit être là. Gauche, regardez, gauche c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Est-ce que la lumière peut venir de par là? Ah ben, donc vous voyez, c'est pourtant à gauche. Donc à gauche, c'est très très imprécis. Ah voilà, alors regardez, si elle vient, est-ce qu'elle vient de là? Oui ou non? Bon, est-ce qu'elle vient de là? Est-ce qu'elle vient de là? Là? Comme ça? Comme ça vous plaît bien, comme ça? Alors, comment vous diriez? Eh bien, vous prendriez d'abord le fait qu'il y a une séparation, une ligne qui n'est pas tout à fait nette, ce qui permet de se demander pourquoi elle n'est pas tout à fait nette. Mais il y a une ligne qui sépare jour et nuit. Il y a une ligne. Je prends la perpendiculaire à cette ligne, et très loin là-bas, eh bien, ou alors, si on peut dire vers la gauche, parce que gauche-droite, on est dans l'espace après tout, du côté jour de la planète, il y a la lumière. Ou opposé au côté nuit, évidemment. Donc il y a deux réponses. Vous prenez la perpendiculaire au terminateur, cette ligne qui est ici, le terminateur, perpendiculaire au terminateur, côté jour, ou opposé au côté nuit. Voilà la direction. D'accord? Ça, c'est une phrase, peut tracer la ligne et dire c'est au bout. Quand on regarde le petit satellite qui est ici, ça a l'air de marcher aussi. Regardez, le terminateur ici, il a l'air à peu près parallèle à celui-là. Et il y a un théorème de géométrie qui dit que quand une droite est perpendiculaire à l'une autre et que les deux autres sont parallèles, alors la première, enfin, ça marche. Vous savez ça, hein? Donc du coup, tout va bien entre ces deux-là, la source de lumière a l'air par là. Alors maintenant, c'est quoi cette petite tache? Alors là, c'est intéressant, cette petite tache, pour plein de raisons. Parce qu'on peut imaginer plein de choses. Exemple, qui m'a été donné par des élèves de 6e. Je vais dépasser un peu, je suis parti. Pas beaucoup. Des élèves de 6e qui me disent, c'est un trou dans la planète. C'est pas si con. Quand on prend un truc, on fait un trou dedans, ben ça fait noir. Alors, pourquoi c'est faux? Oui, alors c'est un grand trou. Mais pourquoi c'est faux? Ça ne peut pas être faux parce que c'est un très grand trou qu'on ne saurait, nous, pas faire. Peut-être ça a été fait par des extraterrestres très forts. Donc il faut trouver un argument pour dire, ben, c'est impossible absolument que ça soit un trou. Et voilà. Parce que c'est du gaz, l'astre qui est derrière, c'est une géante gazeuse. Ce serait une planète solide avec un sol solide, on pourrait imaginer un très grand trou. Très curieux comme trou, mais un très très grand trou et ça ferait noir à la surface. D'accord? Donc parce que c'est gazeux et que les gaz occupent tout le volume qui leur est disponible, on ne peut pas faire de trou. Donc ce n'est pas un trou. Ça c'est extrêmement important, cette question en astrophysique, en sciences en général. Pourquoi c'est faux? Quand les gens proposent, quand les scientifiques proposent une théorie, comme on dit, une hypothèse, un modèle, quelque chose qui va décrire le monde, eh bien la première chose que font les collègues, c'est dire c'est gentil, très bien, mais ils essaient de montrer non pas que c'est juste, ça c'est le boulot de la personne qui fait la proposition, d'argumenter en faveur d'eux. Non, ils essaient de montrer que c'est faux. La première chose qu'on fait, c'est essayer de taper dessus pour montrer que c'est faux. Parce que quelque chose est contradictoire avec votre hypothèse, alors votre hypothèse, elle est à jeter. Alors que si quelque chose va dans le sens de votre hypothèse, bien joué, recommençons. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Ça veut dire qu'elle est plausible, ça continue, on est content, elle explique bien. Tous les signes sont blancs. Tout ce que j'ai vu. Donc j'en déduis qu'ils sont tous blancs. Mais un seul signe, l'observation d'un unique signe noir suffit à détruire mon hypothèse sur laquelle tous les signes sont blancs. D'accord? Donc ce n'est pas un trou. Alors, autre possibilité, c'est un autre satellite. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il aurait été éclairé. Exactement. Putain, ils sont forts ici. Ils sont bientôt, la relève est assurée. Et donc, il aurait été éclairé comme les précédents, il aurait un côté jour, un côté nuit, alors que là, il est tout noir. Alors, du coup, c'est forcé que ça soit juste une ombre. Exactement. Mais l'ombre de quoi? L'ombre du satellite, Le petit qui est là. Alors, est-ce que c'est possible que ça soit l'ombre du petit satellite qui est là? Maintenant, réfléchissons. Si c'est l'ombre de ce petit satellite, bonne idée. Bonne idée. Si c'est l'ombre du petit satellite, d'où vient la source de lumière qui provoque cette ombre? Eh bien, elle vient en alignant, voilà, elle vient en alignant le satellite et l'ombre. Bon, évidemment, il y a peut-être un effet tridimensionnel, on est projeté sur un plan, mais en tout cas, elle vient d'une direction qui a l'air d'être par ici.
alors que la première, elle était par là. Mais est-ce que c'est un problème, ça? On est où? Au cinéma. Non, mais... Très vrai, t'as raison. Mais tu as raison, il a raison. Tu veux dire à quoi? Bon, c'est bon, on peut arrêter. Il a raison. Non, on n'est pas au cinéma. On est dans le système d'Alpha du Centaure, qui est un système à deux étoiles. Comme il a 2 étoiles, peut-être il y a un truc comme ci et un truc comme ça. Mais s'il y a un truc comme ci et un truc comme ça, il n'y en aurait pas un éclairage avec un seul terminateur, on aurait un éclairage à 2 terminateurs. Donc vous voyez, si, je refais le raisonnement, si ceci est l'ombre de cela, alors il y a une étoile dans cette direction, donc il doit y avoir aussi un deuxième terminateur, or il n'y a pas de deuxième terminateur, donc ceci n'est pas l'ombre de cela. Vous avez vu le raisonnement par contraposition? Si A, alors B, or il n'y a pas B, donc il n'y a pas A. C'est exactement le raisonnement typique de la science. Donc c'est faux, ce qu'on vient de dire là, pas ce que je viens de dire. Et donc du coup, qu'est-ce que ça peut être alors? Alors? Eh bien l'ombre d'un autre satellite qu'on ne voit pas dans l'image. L'ombre d'un satellite qui n'est pas sur l'image. Et quand on fait ça, c'est un effort intellectuel considérable. Vous êtes en train de me dire, vous êtes en train d'expliquer le visible par de l'invisible. On ne fait jamais ça entre grandes personnes. Pas entre astrophysiciens. Parce que la matière noire, on ne la voit pas. Pas au sens, on ne la détecte pas directement. C'est des détections indirectes. Les exoplanètes, on ne les voit pas directement. L'énergie noire, on ne la voit pas directement. On les invoque pour que ça soit cohérent. La cohérence de cette image impose qu'il y ait quelque chose en dehors du champ qu'on ne voit pas et qui fasse cette ombre. Cette histoire-là s'est produite plusieurs fois dans l'histoire des sciences. Quand on a invoqué, eh bien, c'était une manière de matière noire, la possibilité de l'existence de la planète Neptune à partir des anomalies du mouvement d'Uranus. Et on a trouvé Neptune. On a retenté le coup avec Mercure, avec une planète Vulcain, mais Vulcain n'existe pas. Il a fallu changer la théorie, qui était la gravitation de Newton remplacée par la relativité générale. Donc quand on voit quelque chose qui ne semble pas avoir de cause, eh bien on peut invoquer 2 possibilités. Soit on invoque un nouvel acteur qui provoque ça, et il faut trouver l'acteur en question pour vérifier votre idée. Si cette ombre est là, alors il y a un satellite en dehors. On veut la suite, on veut aller voir si elle est là ou si le satellite est là ou pas. Et deuxièmement, vous pouvez aussi modifier les lois, de dire « Ah ben là, il y a une optique particulière dans ce monde, on est au cinéma, et les ombres, c'est bizarre. » Voilà. Et du coup, on fait ce qu'on veut après. D'accord? Donc ça, c'est l'ombre d'un satellite qui est en dehors, on ne voit pas ce satellite, on n'a pas de zoom de caméra. Je conclue sur cette image. Voici une image de Jupiter, on peut se poser la même question. On voit ici une ombre, 2 ombres, un satellite, un autre satellite, et une 3e ombre ici. On a l'impression que celui-ci fait cette ombre-là, celui-ci fait cette ombre-là. On peut se demander pourquoi l'une est nette et l'autre est floue, je vous laisse réfléchir à ça. Il y a une ombre qui est ici, sauf que dans la vraie vie, on a les images. Et donc on se dit, il doit y avoir un satellite, il arrive, et c'est Europe qui arrive, et qui montre qu'il y a bien un autre objet en dehors du champ, on est à 0 minutes, oui c'est ça, moins 8 minutes, qui explique l'ombre que l'on voyait. Vous voyez qu'avec cette petite image de Pandora Polyphème, en se demandant tout simplement d'où est l'ombre, où est la source de lumière, et en essayant de comprendre tous les éléments qu'on voit, on en arrive à la situation où on comprend comment fonctionne la science, par essai-erreur, par hypothèse, par cohérence, donc à l'astrophysique, par cohérence entre ce que l'on voit et ce que l'on sait, et en tapant sur les théories, sur les propositions qui sont faites. Si elles cassent, tant mieux, ça en fait une de moins, on en trouve d'autres. Si elles ne cassent pas, on la garde tant qu'elle résiste, et l'ensemble de toutes les choses sur lesquelles on a tellement tapé dessus qu'elles ne se sont jamais cassées, ça s'appelle le programme de physique, de licence, de maîtrise. C'est ce dont se servent les astrophysiciens, les physiciens, les physiciennes, les scientifiques en général dans leur travail, jusqu'à ce qu'ils en cassent un, et là, yes, ça veut dire prix Nobel si c'est une grosse cassure, ou découverte si ce n'est pas une grosse cassure. Merci de votre attention. Bien, je suis sûr qu'on va avoir plein de questions de la salle et plein de questions Internet dans la salle. Qui veut ouvrir le bal? Une question là devant. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre la pop culture et la science, du coup? Alors, basiquement, relation entre pop culture et science, a priori, ce sont 2 mondes qui
qui pourraient s'ignorer, qui même, entre guillemets, devraient s'ignorer, puisqu'ils n'ont pas les mêmes procédés. Alors, pop culture, je restreindrai peut-être à science-fiction, que je connais le mieux. Dans science-fiction, il y a quand même science. Donc la science-fiction, elle s'inspire de science, elle prend des éléments de science, mais pas pour faire de la nouvelle science, évidemment. La science-fiction n'a jamais produit de nouvelles sciences dont ce serait... Ils ont diffusé des idées scientifiques auprès d'autres scientifiques, au mieux. Mais ce qu'elle fait, c'est plutôt de mettre en scène ces éléments scientifiques et techniques pour en envisager des conséquences sur les humains. Donc la science-fiction est la plus intéressante. Star Wars, c'est rigolo, c'est divertissant, mais c'est intéressant en ce sens, mais ce n'est pas très intellectuellement exaltant. Donc la science-fiction qui se pose la question, par exemple, ça s'est déjà fait dans Le meilleur des mondes de Huxley, il y a des intelligences artificielles, on sait faire des manipulations génétiques sur les humains, dans quel monde on vit? Voilà, typiquement une question qui relève de la science-fiction, de la mise en scène de science-fiction. La réponse apportée peut être discutable. Et les objets techniques, utérus artificiels et manipulation génétique, à l'époque de Huxley, utérus artificiels n'existaient pas. Maintenant, on est en train de savoir faire ça pour des animaux, pour des brebis, par exemple. C'était testé sur des brebis. Manipulation génétique, c'est juste trivial. Enfin, tout le monde, c'est pas tout le monde, enfin, c'est routinier. Et donc, ce n'est pas la qualité scientifique la qualité du précurseur scientifique qui fait la qualité de la question. La question posée, c'est quoi le monde dans lequel nous vivrions si on autorisait des manipulations génétiques pour faire 3 catégories de citoyens dans Huxley, alpha, bêta et gamma. Les alphas, c'est les boss. Les bêtas, bon, c'est les cols blancs. Et puis les gammas, ils portent les sacs de sable. Donc, on est dans une situation où la science-fiction, elle n'a a priori pas de rapport avec la science, qu'elle la déforme pour ses objectifs. On veut aller plus vite que la lumière, parce que dans un empire galactique, sinon, ça devient l'enfer. Mais il y a eu des situations il y a eu des œuvres de SF qui ont essayé de faire qui ont gardé des vaisseaux sous-lumineux, si je veux dire, moins vite que la lumière, en essayant d'avoir une organisation à l'échelle de systèmes planétaires. Donc la science-fiction, a priori, elle n'a pas tellement de rapport avec la science, si ce n'est qu'il y a à chaque fois, il y a un point commun méthodologique qui est l'expérience de pensée que les scientifiques utilisent. Et si, comme disait Einstein, et si j'étais assis sur un rayon lumineux, que verrais-je du monde? Galilée. Et si je lâchais un lourd boulet de bois, enfin un lourd boulet de plomb et un boulet de bois de même taille du sommet de la tour de Pise qu'il n'a jamais fait, qui arrivera en premier? Et sa conclusion, c'est ils arriveront ensemble, s'il n'y a pas d'air, avec tout un raisonnement. Donc il comprend l'universalité de la chute libre sans faire l'expérience directement tel qu'il l'a décrit. Donc ce mécanisme d'expérience de pensée en physique est extrêmement fructueux, et c'est ce qu'on voit en science-fiction, sauf que ce n'est pas une expérience de pensée de science, au sens science expérimentale ou science de la nature, c'est de science humaine, finalement. Et si je dispose de tel ou tel appareillage, alors qu'est-ce qu'il y a comme conséquence sur les humains? Donc elles ont ce procédé-là en commun. La science-fiction, c'est aussi quelque chose qui est il y a de la rationalité dans la science-fiction. Il y a des raisons pour lesquelles les choses sont comme ça. Peut-être des mauvaises raisons. Les scientifiques pour dire « Ah oui, mais votre vaisseau ou votre matériau incroyable, ça n'existe pas ». C'est pas grave. Il y a une raison à la situation, et ça partagé avec la science. En revanche, la façon de sélectionner les bonnes œuvres, quelque chose qui est intéressant, la science-fiction, ce qui est intéressant, c'est ce qui se vend d'une certaine façon, ce qui a du succès. On pourrait dire ça comme ça serait une façon de juger ces œuvres. En science, ce qui est de la pertinence, c'est ce qui est cohérent avec le réel, observationnel ou expérimental. Donc la façon de sélectionner, il faut faire preuve d'imagination, faire des exercices de pensée, penser hors de la boîte, comme on dit, et en même temps, la façon dont on sélectionne les résultats, eh bien, n'est pas la même dans les deux disciplines. Donc là, ça les distingue radicalement. Et ensuite, il y a ce que je fais, mais on pourrait le faire dans d'autres situations, avec des images réelles ou avec dans d'autres situations, d'utiliser, de hacker la science-fiction finalement pour s'en servir comme prétexte pour pratiquer les sciences et montrer dans des situations simples, parce que ce n'est pas des situations réelles, donc il y a plein de choses qui ne collent pas, et puis on n'est pas obligé de rentrer aussi profondément que dans le monde réel, qui lui est bien plus subtil, et bien dans des situations simples de montrer comment un cerveau scientifique s'empare d'une question mal posée, qui est quel est l'âge de l'univers? Je ne dis pas la réponse, allez voir sur Wikipédia, c'est voilà la question. Maintenant, vous élaborez tous les éléments techniques dont vous avez besoin, à la fois techniques mathématiques, si j'ose dire, et à la fois techniques expérimentales, pour répondre à cette question. Ça fait, disons, une grosse centaine d'années, depuis en gros 1915 à la relativité générale d'Einstein, qu'on a les moyens théoriques de commencer à pouvoir essayer de décrire l'univers dans son ensemble, et depuis moins longtemps qu'on a les moyens observationnels de grands télescopes au sol et en orbite pour mener des observations qui sont susceptibles de répondre à nos questions. Donc cette question-là, elle est mal posée, comme je dis, c'est une question dont on n'a pas les éléments intermédiaires. En science-fiction, c'est pareil. Si on se demande, là il n'y en a pas eu comme ça, mais dans d'autres veines, si je faisais la conférence La Phase 2 sur Star Wars, quelle est la puissance d'un sabre laser? Combien de watts? C'est dit dans aucun film,
Et si vous voulez la réponse, il faut faire le raisonnement. Mais vous devez construire toutes les étapes du raisonnement. Et donc, ça permet de montrer que la science, la physique en particulier, c'est pas comme on l'apprend à l'école, où on apprend des faits scientifiques, des faits de science, c'est pas ça. La physique, il faut d'abord savoir ça, comme il faut savoir parler ou savoir marcher. Mais savoir parler ne fait pas de vous un grand orateur. Savoir marcher ne fait pas de vous quelqu'un capable d'aller au sommet du Mont Blanc. Il faut encore connaître le chemin. Il faut encore savoir construire ses idées si vous parlez. Encore faut-il connaître le chemin du Mont Blanc quand vous êtes à Chamonix. Vous savez marcher, il est là où vous le voyez, le sommet, il est là. Ben, allez-y. Non, la question, elle est là, vous la voyez, l'âge de l'univers, je ne comprends pas, c'est une question, quoi. Il n'y a plus qu'à faire le boulot. Ben, le boulot, c'est précisément ça. Décomposer le problème en tous ces éléments, essayer d'y répondre. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est une œuvre collective. Ça montre aussi que la science, c'est une œuvre collective, c'est une œuvre d'échange. On a des idées, vous dites « Ah ben non, ça ne marche pas, d'accord, on change, on revient ». Bref, il y a une manière de darwinisme des hypothèses, les mauvaises sont éliminées, les bonnes sont conservées, et puis à la fin, éventuellement, on a peut-être la chance d'avoir une réponse plausible, cohérente à la question qu'on s'est posée au début. Ça permet de montrer en miniature ce que l'on fait en science, en vrai, et à des échelles différentes, tant en nombre de personnes qu'en temps passé. On a du temps peut-être pour une question Internet aussi. Mon rôle est extrêmement cruel ce soir. Oui, nous avons une question d'Amelia Pond, qui est visiblement une fan de Doctor Who. Représente. Nous avons donc sur Gallifrey, qui est donc, je rappelle, la planète d'origine des Seigneurs du Temps et du Docteur, l'un des deux soleils se lève au sud. Est-ce que c'est possible en vrai? Alors, ben, ça, j'aurais tendance à dire non, parce que la définition nord-sud, est-ouest, la définition nord-sud, en gros, c'est défini par l'axe de rotation de la planète. Donc, il y a deux pôles, et il y en a un qu'on appellera nord, et un nord. Enfin, ça dépend comment on appelle, qu'est-ce que ça veut dire sud pour ces gens-là. Mais sur Terre, ce qui est appelé nord, c'est les deux pôles extrêmes par où passe l'axe imaginaire autour duquel tourne la Terre. Et l'équateur, c'est un plan qui coupe la Terre en deux hémisphères identiques, si on imagine la Terre comme parfaitement sphérique, et qui est perpendiculaire à cet axe. La Terre, un astre, la Terre tourne dans un sens. D'ouest en est ou d'est en ouest, on s'en fout. Si elle tourne d'ouest en est, les astres se lèveront à l'est et se coucheront à l'ouest. C'est la situation réelle. Elle tournait dans l'autre sens, ben, ça changerait, les astres se lèveraient à l'ouest et se coucheraient. C'est un autre problème. Mais ils ne peuvent pas se lever au sud. Le sud, c'est le truc où les astres passent, c'est la direction le long du méridien, la ligne qui joint les pôles. C'est dans cette direction que culminent les astres. À moins que vous appeliez sud, l'est, ou l'ouest, etc. Et à ce moment-là, c'est un jeu sur les mots. Donc, si quelque chose se lève au sud, alors autre possibilité, là, si on veut faire un phénomène naturel tel qu'on le voit sur la Terre, autre possibilité, vous êtes dans la Matrix et puis ils ont fait ce qu'ils veulent, quoi. Mais là, du coup, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est une illusion. Le ciel de la planète où vous êtes, à ce moment-là, je ne connais pas Doctor Who, mais, enfin, je connais deux noms, mais je n'ai pas vu les épisodes de Doctor Who. Le ciel de la planète, à ce moment-là, est une illusion qui est construite pour douiller ceux qui sont à la surface. Très bien. Alors, on a peut-être temps pour une autre petite question de la salle. Ah, un petit garçon là-bas. Est-ce que les trous noirs, ils ont des ombres, une ombre? C'est des malins, ces gamins. Toujours, ils trouvent une question en rapport avec les trous noirs et le sujet. C'est très malin, ta question. C'est très, 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 très malin. Ça n'a aucun rapport, les trous noirs, avec ce qu'on a dit, mais tu as trouvé un rapport. Bravo, c'est très bien. Alors, est-ce que les trous noirs ont des ombres? Alors, pour avoir une ombre, quand tu prends un objet habituel, tu prends un truc, par exemple ça, ah non, pas ça, ça, il a une ombre parce qu'il est opaque à la lumière, il y a la lumière qui l'éclaire, il y a la lumière qui l'absorbe lui, puis derrière lui, il y a de la lumière qui passe pas, et puis on voit son ombre. Bon là, c'est compliqué, il y a plusieurs sources, c'est un peu compliqué. Mais tu as une ombre parce que tu es éclairé par quelque chose. Alors la question qu'on pourrait dire, c'est maintenant, je prends un trou noir, je l'éclaire, il se passe quoi derrière? Si tu prends une sphère, bon, la Terre, elle est éclairée par le Soleil, bon, ben derrière, il y a l'ombre de la Terre. Alors, si tu fais ça avec un trou noir, c'est un tout petit peu plus subtil. Parce que d'abord, il y a les rayons qui vont... Imaginons que le rayon du trou noir, il soit comme ça. Alors, il y a tous les trucs qui tapent pile sur le trou noir, alors cela, bon, tombe dedans, ok. Comme s'il tapait sur la Terre. Mais les rayons qui, pour la Terre, passaient un petit peu à côté, ben, ils continuent tout droit et ils passent. Bon, il y a l'atmosphère, mais ils continuent tout droit et ils passent. Dans un trou noir... Les rayons qui passent rasibus, ils peuvent faire des tours et tourner autour du trou noir. Ils vont pas tout droit. Ils sont déviés par le fait que le trou noir est là,
et qui va déformer l'espace autour de lui et qui va imposer aux rayons lumineux d'avoir des trajectoires bizarres. Ce qui fait que quand on parle d'onde du trou noir, on se dirait qu'est-ce qui se passe quand j'éclaire un trou noir? Eh bien, il y a de la lumière qui va faire un tour, par exemple, qui va arriver comme ça et qui va revenir vers toi. Et puis de l'autre côté, pareil. Et puis dans tous les sens. Et donc tu vas voir autour du trou noir un petit cercle, par exemple, une gloire, on appelle ça une gloire, une petite truc de lumière qui est due à des rayons lumineux qui sont passés pas dans le trou noir, assez près pour faire le demi-tour, et que tu les vois revenir vers toi. Et puis, s'ils sont vraiment loin, ils vont aller tout droit. Et donc, du coup, un trou noir, il se manifeste quand on l'éclaire, mais pas comme les objets habituels qui seraient opaques avec une ombre, où quand ça tape dedans, ça n'en passe pas, et quand ça tape à côté, ça passe tout droit. D'accord ? Donc les trous noirs, on peut dire qu'ils ont une sorte de... Comment on pourrait appeler ça? Les grands spécialistes ont peut-être un mot spécial. Je ne sais pas, une présence, enfin, comment on pourrait dire ça? Une projection, une silhouette. Merci Frédéric. Une silhouette. On voit la silhouette du trou noir et elle est très spéciale due aux déformations des trajectoires de la lumière en son voisinage. Le temps passant, je crois qu'on va s'arrêter ici. Je vous propose de remercier encore. Merci à vous. Merci. On aura d'autres occasions de parler de trous noirs beaucoup plus tard dans la soirée, demain matin, avec Alain Riazuelo. On va maintenant présenter les dessins. Qui ça? La planète naine Omega. Ah oui, c'est là des petits anneaux. Il y a aussi même un astéroïde qui a un petit anneau qui s'appelle Chariclo. Chariclo, il s'appelle Chariclo. Et donc, oui, bien sûr, il y a des petits corps. Il y a des petits corps quand même. Il y a des petits corps quand même. Oui. Mais ils ne durent pas longtemps, les anneaux. Ils ne durent pas longtemps. En fait, ils sont dus, les anneaux. Donc, nous avons un premier dessin d'Agatha avec Roland Lehoucq. Oui. Représenté derrière nous, un fond étoilé et avec, on va dire, un nouveau Jupiter. Au télescope, on a mis du temps pour les trouver. D'ailleurs, Suivant. juste un truc à préciser. Chez moi, j'ai un petit télescope et j'arrive à voir, par exemple, même les annotations. Voilà. Je voulais juste dire. Donc, merci que, Agatha. d'accord, mais en fait, il y aura toujours des anneaux, même si Ensuite, les nous avons Yoda, Parce que pour Saturne, c'est ça. l'orbite de Tatooine, il faut trouver. Peut-être que les anneaux de Saturne ont fait n'importe. Donc, nous avons les deux soleils et les ombres, une seule ombre, en l'occurrence, de Yoda sur Tatooine. Il n'est pas condamné à disparaître, lui, comme c'est du gaz. Est-ce que c'est Mustafar? Un mauvais souvenir. Merci Obi-Wan. Que l'anneau. Roland Lehoucq. Ils sont en train de se Ah moquer oui. de moi avec les Si ça dessins. se trouve, l'équipe du film a mené du sable au pôle Nord. Hein. Ouais. C'est bien, il est parti à fond. Là. Oui, d'accord. Laser for Scale. Depuis l'émission Apollo, on peut mesurer la distance Terre-Lune avec des lasers. Oui, absolument. Grâce à des miroirs qui ont été posés sur la Lune. Qui disent tout. À la bibliothèque. Parce que Monsieur, il faut regarder le Blu-ray. Faites pas votre à la bibliothèque. votre noob. Merci, c'est écrit en petit sur l'écran. Oui, mais on sait maintenant que Mustafar est une planète satellite. Absolument. Merci Agatha. D'où vient la lumière sur Pandora et Polyphème? Droite ou gauche? Et si on redéfinissait les termes? Par Agatha. Polyphème, c'est juste Jupiter photoshopé en bleu. Hein. Mais moi, je peux le faire, mais bon. Moi, je ne sais pas le faire. Mais c'est facile. Hein. C'est tout. Et c'est tout pour ce live sketching. Merci à Alice et Agatha.